Ben, on va entrer dans le vif du sujet avec notre première intervenante qu'on accueille, Lélia Benoît. Bonsoir Lélia. Il faut... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si tu veux bien, on va te présenter dans un instant, mais on va commencer directement par la lecture d'un extrait du livre d'André que tu as choisi de nous lire. C'est un extrait sur la discrimination. La discrimination repose sur le fait que des adultes ont, un jour, inventé la notion de catégorie. À partir du moment où existent des catégories, on peut se mettre à y placer des gens. À partir du moment où l'on place des gens dans une catégorie, il devient possible de les traiter d'une manière spécifique à la catégorie dans laquelle on les a mis. Or, lorsqu'une personne est traitée différemment des autres, elle éprouve un sentiment d'exclusion. Le sentiment d'exclusion est l'un des plus douloureux. Certains disent même qu'il est le plus douloureux que l'humain puisse ressentir. Des études spectaculaires montrent qu'en cas d'exclusion sociale, on assiste à l'activation des mêmes régions du cerveau qu'en cas de douleur physique. Si l'on arrache un ongle à quelqu'un, cela lui fait très mal. Si l'on exclut quelqu'un d'un groupe, surtout s'il a envie d'en faire partie, cela lui fait tout aussi mal. Tu as certainement souvent observé ce phénomène sur toi-même. Traiter une personne différemment des autres, c'est donc l'exclure automatiquement du groupe de celle que l'on ne traite pas différemment. Et cela lui fait mal. Les enfants veulent appartenir au groupe que forme le monde entier, avec toute sa diversité d'âge, de taille, d'origine. Mais on tient les enfants à l'écart de ce monde en les parquant dans la catégorie enfance. Merci Lélia. Lélia Benoît, tu es pédopsychiatre et sociologue au Yale Child Study Center et tu es l'autrice également de plusieurs livres et récemment un petit livre que j'ai avec moi qui est ici Infantisme, paru l'année dernière en 2023 chez Seuil Libelle. Par rapport à ton travail de chercheuse, de pédopsychiatre et d'autrice, qu'est-ce que ça t'inspire ce passage que tu viens de lire du livre d'André sur les discriminations? Eh bien, je pense qu'avec André, on est assez d'accord sur le fait qu'on traite les enfants différemment sur aucun autre critère que leur âge. C'est-à-dire, c'est une discrimination en bonne et due forme, hein. On prend un critère social, démographique, qui n'a rien à voir avec la personne. Et sur la base de ce critère, on va traiter les gens différemment. Et c'est ce qui se passe pour les enfants tous les jours. Et c'est ce dont je parle dans Infantisme. Et c'est ce dont André parle très bien avec des mots qui vont droit au cœur, hein, qui sonnent très justes, sur ce que ça fait ressentir quand on est traité différemment sur aucun autre critère que son âge. Et je pense que c'est une réalité à laquelle on accorde trop peu d'importance. On a l'habitude de traiter les enfants différemment, de leur demander leur âge en permanence, comme ça, en pensant que c'est normal. On n'y réfléchit pas à deux fois. Mais est-ce bien si normal? Est-ce que on ne pourrait pas simplement traiter les personnes comme des personnes, quel que soit leur âge? Évidemment, elles peuvent avoir un développement différent. Ça, c'est mon travail de pédopsychiatre aussi, hein. Je vois des enfants d'âge différents et donc parfois on se développe. Il y a des choses qu'on comprend peut-être plus ou moins bien. On a besoin peut-être de mots plus ou moins simples, mais ça arrive aussi à d'autres moments dans la vie. Ça arrive aussi quand on nous parle dans une langue étrangère. Ça ne dit rien de notre valeur, de notre intelligence, de notre capacité tout simplement à prendre part au monde qui nous entoure. En cela, ton livre, Infantisme, est également un magnifique plaidoyer, d'ailleurs, pour amener cette prise de conscience sur cette situation. Je voudrais, si tu le permets, lire un passage qui m'a particulièrement touchée de ton livre. Pour ma part, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai pris conscience de ma condition de citoyenne de seconde zone. Bien que mes parents n'aient exprimé aucune forme d'intérêt pour la campagne présidentielle de 1995, j'avais obtenu leur autorisation pour assister au débat télévisé entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. À l'issue, je leur avais témoigné ma déception. Aucun candidat n'avait parlé des enfants. Je ne comprenais pas ce silence, puisque l'on m'avait expliqué que les enfants représentaient l'avenir. Quelle sorte de candidat ne s'intéresse pas à l'avenir de son pays? Juste après le résultat de l'élection, je décidai d'écrire une lettre au nouveau président pour lui exprimer mon désarroi. Les enfants étaient importants, pourquoi n'en avait-il pas parlé? Ma mère avait accepté de poster ma lettre. Quelques jours plus tard, je reçus une carte standardisée.
tout en lettres dorées sur papier gaufré, me remerciant des félicitations que je venais d'adresser au président. Mortifiée, je caressai longuement le papier, surprise par son épaisseur, et je suivis du bout des doigts le relief des lettres. Cela avait dû coûter cher. Qui avait payé pour ce papier? Personne n'avait lu ce que j'avais écrit, sinon ils auraient compris que je ne les félicitais pas. À 7 ans, je forgeais seule mes conclusions. 1. Tant que je ne vote pas, je ne compte pas. 2. Les politiques n'écoutent pas les gens qui leur parlent et ne lisent pas leurs courriers. 3. Ils offrent de petits cadeaux aux gens pour leur donner l'impression qu'ils les considèrent. 4. Un mystère plane sur qui paie leurs dépenses. Méfiance. Je renvoie à ton livre après pour découvrir plus en détail les arguments que tu développes par la suite autour de la question du droit de vote et de toutes les autres questions qui sont soulevées par ce livre passionnant. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu dirais que cette expérience a été décisive dans ton parcours ultérieur? Cette expérience et puis d'autres, et je pense encore plus que l'expérience elle-même, le fait de bien vouloir s'en souvenir. Parce que Mhm. nous avons tous été des enfants. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on reste au contact de notre enfant intérieur? Est-ce que on continue à se rappeler de ce qu'il a vécu? Est-ce qu'on essaye de le faire parler à travers notre corps adulte? C'est pour ça que quelque part, même si André est un adulte, moi je pense que c'est un enfant qui a écrit son livre. C'est André enfant. Et puis, est-ce que quand les enfants, des enfants d'aujourd'hui, nous parlent depuis leur âge d'aujourd'hui, on les écoute avec la même attention qu'on le ferait avec des adultes? Je pense que plus que les expériences, c'est l'importance qu'on veut bien leur apporter et le sérieux avec lequel on s'en souvient une fois qu'on a grandi. Effectivement, merci beaucoup. Un autre point commun entre ton livre et le livre d'André, c'est le fait qu'il parle de la nécessité d'explorer les bases sociales de la souffrance. Et c'est ce que tu fais, toi, en tant que pédopsychiatre. Tu écris que tu aides les enfants et les adolescents en explorant les bases sociales de leur souffrance, non seulement pour éviter de tout individualiser, je te cite, mais aussi pour proposer des solutions à la même échelle que les problèmes qu'ils tentent de résoudre, c'est-à-dire que parfois cette échelle est celle de la société et non de l'individu. Et cette question rejoint ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Et c'est un sujet qui est évoqué dans le livre d'André. Et je vais demander à Marie Cao de bien vouloir nous lire un extrait du livre à son tour.